l'art de la passe cachée. Et on va commencer par un petit jeu, inspiré de ce qu'avait fait l'équipe Explore dans un long format sur Pep Guardiola. Prenez donc de quoi noter vos réponses au fur et à mesure, et on va prendre 5 images arrêtées prises au moment où Sergio Busquets déclenche ou va déclencher une passe, et vous aurez 10 secondes pour trouver parmi les solutions proposées celle qu'il a choisie, et je dévoilerai les réponses un peu plus tard. C'est parti. Première action, à Villarreal cette saison, Busquets reçoit le ballon après une interception de Piqué. Il a 4 solutions. Laquelle choisit-il? Je vous laisse 10 secondes. Top, c'est parti. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on passe à la deuxième action. Contre Benfica en Ligue des Champions, Busquets reçoit le ballon face au jeu sur une passe de Depay. Voici l'action. Laquelle de ces 4 solutions choisit-il? Là aussi 10 secondes. Top, c'est parti. 5, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec la troisième situation, avec l'Espagne, et cette fois-ci lors de la finale de la Ligue des Nations face à la France. Marcos Alonso décale Busquets dans l'axe face au jeu. Laquelle de ces 4 solutions est la bonne? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et on enchaîne avec la quatrième sur 5 situations, à l'Euro cette fois-ci contre l'Italie. À qui Busquets va-t-il transmettre le ballon sur cette situation? 4 solutions là aussi. C'est parti. 2, 1 seconde, et top. Et puis on termine avec la dernière action. C'était face à l'Atlético en Liga il y a quelques saisons de ça. C'est Neymar, je crois, qui transmet le ballon ici à Busquets. Il a également 4 solutions identifiées. Laquelle choisit-il? C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Alors on va laisser un petit peu plus longtemps celle-là pour dire de bien garder vos réponses, les solutions et l'analyse donc de ces différentes actions de Sergio Busquets à l'issue de la présentation. Car avant, on va donc explorer cette thématique de la passe cachée. Et j'ai structuré cette présentation à partir du schéma narratif du conte. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Il était une fois donc la passe. Et revenons même à l'essence. Qu'est-ce qu'une passe? Le Larousse donne une définition très simple dans le domaine du sport. Une passe, c'est la transmission du ballon. Ça reste un peu vague, ça ne dit pas par qui, pourquoi, pour qui même, vers quoi, ni comment. Et la définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales va un peu plus loin. Une passe, dans un sport d'équipe, c'est l'action du joueur qui passe de la main ou du pied le ballon à un partenaire, autant que possible, bien placé ou démarqué. Ça ajoute donc quelques précisions, même si le comment élude par exemple les passes de la tête ou de la poitrine pour ce qui concerne le foot. Dans une passe, on peut considérer qu'il y a 3 acteurs de base. Il y a le passeur, celui qui a le ballon et qui va le transmettre. Le ballon qui est le cœur et le moteur du jeu, mais qui est un acteur passif. Et puis, il y a le receveur, le futur porteur de balle, qui est celui à qui va être destinée la passe. On va examiner le cas du passeur et du receveur autour de 5 éléments: leur situation, leur talent, leur intention, leur décision et leur action, pour prendre vraiment tout le processus du point de départ jusqu'à l'arrivée de la décision de la passe. On a donc le passeur, qui est dans une situation, c'est-à-dire qui se retrouve dans une phase de jeu donnée, sur attaque placée, sur contre-attaque. Il va se retrouver aussi dans une zone du terrain, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers, dans un couloir de jeu, est-ce qu'il est dans l'axe, dans le demi-espace, sur l'aile. Il a aussi le contrôle du ballon, il va jouer en une touche de balle ou alors, et puis il peut être libre ou sous pression, il peut être face au jeu ou dos au but, et donc la situation donne un cadre, si on peut dire, à l'action à venir. Il a également un talent, ce passeur, qui va être de 4 ordres. C'est les 4 caractéristiques classiques qu'on fait ressortir dans le foot. La technique, ça peut être sa conduite de balle, sa première touche, sa qualité de passe. La tactique, qui va être son intelligence de jeu, sa lecture de jeu, son comportement aussi dans le cadre collectif. Le physique, par exemple sa puissance. À un petit niveau, chez les jeunes par exemple, la puissance de passe, ça peut faire la différence. Ou chez les plus grands, l'agilité par exemple, qui permet différents angles de passe. Et puis enfin le mental, par exemple le courage d'oser des passes un peu risquées. Et donc ce talent détermine un spectre d'actions possibles qui va varier aussi donc en fonction des joueurs. Tous les joueurs ne pourront pas réaliser évidemment les mêmes passes et donc ne pourront même pas forcément y penser, pas toujours y penser. Certains joueurs voient des boulevards là où d'autres voient des obstacles et des chemins barrés. La situation donc et le talent du porteur de balle déterminent ses possibilités et vont donc restreindre, si elle est lucide sur son talent, ça va restreindre son intention, sa décision et son action de passe. Son intention, initialement, c'est de déplacer le ballon vers une autre zone pour un de ses coéquipiers. Et là, c'est une citation de Dennis Bergkamp qui résonne avec cet aspect-là. Dennis Bergkamp, dans son autobiographie Stillness and Speed, qui dit:
Pour chaque passe, il doit y avoir un message ou une pensée. Chaque passe doit être réfléchi et vraiment apporter quelque chose au jeu. Et on peut distinguer 3 types d'intentions pour le passeur. Une intention conquérante, c'est-à-dire atteindre une meilleure zone ou un coéquipier dans une meilleure situation par rapport à l'objectif offensif final qui est de marquer, ce qui implique donc parfois une prise de risque. Une intention neutre, temporiser, faire une manœuvre intermédiaire pour ensuite donner au receveur la possibilité d'avoir une intention conquérante, ou alors une intention conservatrice qui est dans l'idée d'atteindre une zone plus sûre, ou un coéquipier dans une meilleure situation par rapport à l'objectif défensif final, qui est de ne pas encaisser de but, et donc ça équivaut à ne pas perdre la balle, c'est ce qu'on peut appeler la possession défensive. Sur cette notion d'intention, Pep Guardiola est aussi intéressant, évidemment, sur SFR Sport, alors qui est maintenant RMC Sport, en janvier 2018, chaque passe doit avoir une intention pour déplacer une structure défensive, pour l'attaquer quand cela te convient, faire bouger cette structure et dire « je te déplace là pour t'attaquer à un autre endroit ». Ensuite, après l'intention, évidemment, il y a le moment de la prise de décision qui va être faite en fonction de plusieurs aspects. Ça va être en fonction de la prise d'information du passeur, de l'interprétation de la situation, c'est-à-dire qu'il va se projeter vers l'état de l'action après la passe, et donc ça va guider son choix. Ça dépend aussi du cadre tactique, le plan de jeu, le modèle de jeu de son équipe. Et puis le passeur est un peu un homo economicus comme les autres, c'est-à-dire qu'il va réaliser un calcul bénéfice-risque, tout simplement, pour prendre sa décision. Et sur la question d'interprétation du jeu, Michel Platini était intéressant dans l'équipe en 1999. Il disait « Voir le jeu, c'est voir avant les autres, interpréter le jeu en permanence, anticiper les courses et les déplacements de ses partenaires, mais aussi les erreurs de ses adversaires. » Et après la prise de décision, forcément, vient le temps de l'action. L'action, c'est par exemple le type de passe, le dosage de la passe, la surface ou la partie du corps utilisée, la tête, le pied, l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, le coup de pied. Il y a la direction de la passe aussi, soit dans les pieds, soit dans l'espace, et sa trajectoire, au sol, mi-hauteur, aérienne, ou avec un effet. Voilà donc pour la situation dans laquelle se retrouve le passeur tout au long du processus, qui va l'amener peut-être plus tard à la passe cachée, c'est ce que l'on va voir un peu plus tard, mais d'abord, il faut voir aussi la situation de celui à qui va être destinée la passe, le receveur ou les receveurs. Pourquoi au pluriel? Parce que plusieurs receveurs peuvent être simultanément disponibles et influer chacun sur la situation de l'autre. Par exemple, un receveur disponible va fixer un défenseur, par exemple, ou occuper un espace pour libérer un coéquipier dans un autre. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte d'interaction aussi qui se fait au niveau des receveurs. Les receveurs aussi vont se retrouver dans une situation. Situation, c'est là aussi des choses très similaires à celle du passeur, une phase de jeu, attaque placée, contre-attaque, une zone du terrain, il va être soit dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième tiers, dans un couloir de jeu aussi, l'axe, le demi-espace, l'aile, est-ce qu'il est démarqué, est-ce qu'il est marqué, quelle orientation il a aussi, est-ce qu'il est de face, de trois quarts, de haut but, et puis quelle est sa dynamique, est-ce qu'il est en mouvement, est-ce qu'il est arrêté, et donc sa situation là aussi va poser un cadre qui va déterminer et rendre les choses possibles par la suite. Autre cadre aussi important, évidemment, c'est son talent. Le talent là aussi, hop, le voici. Le talent qui se retrouve également sur les 4 dimensions. Technique, la première touche de balle par exemple, qui est extrêmement importante pour le receveur une fois qu'il va recevoir le ballon. Sa première touche, est-ce qu'il va être capable de bien l'orienter pour optimiser ensuite la situation? Le côté tactique, ça va être son intelligence, sa lecture du jeu, son comportement aussi dans le cadre collectif, pour orienter son choix, pour aussi orienter son placement et puis son orientation du corps. Physique, ça peut être sa vitesse d'appui. Par exemple, quand on est entre les lignes, il faut être très véloce sur ses appuis pour vite enchaîner. Sa protection de balle aussi, est-ce qu'il est costaud pour pouvoir résister aux adversaires autour de lui? Et puis le mental, c'est-à-dire qu'il faut oser demander le ballon pour le recevoir dans des zones denses avec un risque de perte de balle. Ça, c'est pas le cas pour tous les joueurs. Et donc, la situation et le talent du ou des receveurs déterminent ses possibilités et donc son ou leur intention par rapport au porteur de balle. Certaines de ces intentions aussi peuvent être instinctives. Alors tout ce processus-là que l'on décortique évidemment, c'est très théorique, ça reste assez vaste, mais ça donne un état des lieux finalement de ces processus qui entrent en jeu au moment d'une passe. Mais c'est pas toujours très réfléchi, forcément, il y a toujours parfois une part d'instinct chez le passeur comme chez le receveur. L'intention donc, initialement du receveur, c'est de recevoir le ballon pour améliorer la situation de son équipe dans la phase de jeu donnée. Et on retrouve là aussi les 3 mêmes catégories. Ça peut être une intention conquérante, c'est-à-dire donner une solution pour faire progresser le jeu vers l'objectif offensif final, qui est de marquer. Ça peut être une intention neutre, se proposer en relais pour faire vivre le ballon sans éliminer l'adversaire, mais pour changer la situation de jeu, pour plus tard dans l'action pouvoir avoir une intention conquérante. Ou alors c'est une intention conservatrice, donner une solution au porteur pour conserver la possession, souvent en retrait, pour s'extraire un petit peu du bloc adverse. Et cette intention d'ailleurs peut changer sur le temps de passe en fonction de l'évolution de la situation. Elle n'est pas forcément la même au moment où le passeur déclenche sa passe et au moment où le receveur la reçoit, parce que la situation évolue forcément avec le comportement de l'adversaire. Il peut y avoir des imprévus aussi qui entrent en jeu, on le verra. Vient alors le temps de la décision pour notre ami receveur, en fonction de la prise d'information, là aussi, avant la passe, pendant le temps de passe, de l'interprétation de la situation et du cadre tactique,
Par exemple, certaines équipes peuvent donner des référentiels pour guider la prise de décision de leurs joueurs dans des zones précises. C'était le cas au Paris Saint-Germain il y a quelques années sous Thomas Tuchel, c'est-à-dire qu'un joueur qui recevait le ballon dans le demi-espace entre les lignes avait des référentiels en fonction de la manière dont il recevait, en fonction du placement aussi des adversaires, ou c'était le cas aussi sur des situations de centre, en fonction du comportement du premier défenseur adverse par exemple, eh bien ça va influer le choix du centre qui est choisi par le joueur. Vient donc justement le temps de l'action, qui est par exemple une passe en une touche, ou alors un contrôle orienté, la partie du corps qui va être utilisée. Est-ce que c'est le pied éloigné pour optimiser aussi ensuite l'enchaînement vers l'avant? Est-ce que c'est le pied proche pour protéger le ballon? Est-ce que c'est une autre partie du corps éventuellement? La surface aussi utilisée, intérieur, extérieur, semelle pour déterminer l'action ensuite. D'ailleurs, la préparation de l'action suivante, est-ce que sur son premier geste, le receveur va déjà préparer ce qui va suivre, donc être en avance sur l'action, puis il y a aussi son orientation du jeu. Voilà donc pour la situation initiale de notre compte de la passe, quand soudain, voilà, peut-être des éléments perturbateurs, parce qu'une passe ne se réalise pas dans un univers vide, mais dans un contexte de jeu qui est donc un élément potentiellement perturbateur qui va influer sur le comportement des acteurs. Le contexte du match, d'abord, qui va être un élément important, le contexte de jeu, avec donc l'enjeu, est-ce que aussi le lieu, voilà, est-ce qu'on est à domicile, est-ce qu'on est à l'extérieur, hop, je vais y arriver. Le lieu, donc à domicile et à l'extérieur. Le score aussi, forcément, qui va influer. Le temps restant, l'état de fatigue aussi de tous les joueurs, avec ces éléments qui vont impacter à la fois les prises de décision, mais aussi la précision technique des joueurs, cet état de fatigue. Et puis, on a aussi des éléments auxquels on ne pense pas toujours, mais l'état de la pelouse, par exemple, et les éléments climatiques. Par exemple, ce sont des éléments qui, notamment l'état des terrains anglais pendant l'hiver, ont été cruciaux dans le développement historique du kick and rush. Et donc, avec des terrains qui étaient complètement des champs de boue, on peut le dire, au niveau du rond central, ça favorisait et ça encourageait le jeu long. Mais surtout, pour le passeur, il y a 11 adversaires, 10 joueurs de champ plus un gardien, qui vont déterminer chaque situation de jeu selon des paramètres similaires à ceux qu'on a pu développer pour le passeur et le receveur. C'est-à-dire que pour les adversaires, on a encore une fois une situation qui est liée par exemple à la phase de jeu. Est-ce qu'on est en défense placée? Est-ce qu'on est en transition défensive? On a également la zone du terrain. Est-ce qu'on est sur un bloc haut, bloc médian, bloc bas? Le placement collectif aussi, les uns par rapport aux autres. Est-ce que le bloc est compact défensivement? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a des couvertures? Le placement individuel aussi dans cette organisation collective. Les espaces, les intervalles ouverts, la distance d'intervention, bref, tous ces éléments qui jouent sur la situation éventuellement des adversaires. Qui ont eux aussi un talent de 4 ordres, technique, par exemple les gestes défensifs, tactique, leur lecture, le comportement dans le cadre collectif, physique aussi, l'impact, la vivacité, ou mental, qui peut être par exemple l'agressivité. Et là encore, la situation et le talent des adversaires vont orienter les prises de décision possibles du passeur et du receveur, parce que face évidemment à un adversaire qui est redoutable défensivement, comme un Kanté par exemple, et on peut exclure certaines actions. Et là, c'est la force des meilleurs joueurs défensivement, de même empêcher des actions de survenir, pas seulement les couper, pas seulement les intercepter, mais vraiment empêcher qu'elles surviennent. Et donc ces adversaires ont des intentions, aussi l'intention, qui vient en contre-pouvoir finalement à celui du receveur et du passeur, une intention contraire, ce qui est empêcher l'équipe en possession du ballon d'améliorer ses chances de marquer. Et on peut encore en distinguer 3 types. Par exemple, une intention conquérante, récupérer le ballon dès que possible. Une intention neutre, se mettre en opposition, empêcher de progresser sans se jeter. Ou alors une intention conservatrice qui consiste à laisser jouer pour se concentrer sur les espaces défensifs décisifs et donc en quelque sorte gagner du temps aussi, et puis aussi aspirer un peu l'adversaire. On peut être conservateur mais aussi avec une intention offensive par la suite. Ces intentions vont guider les décisions qui vont encore une fois être prises en fonction de la prise d'informations sur le porteur de balle et le receveur. En fonction de ces informations-là, on va adapter son comportement. En fonction aussi de l'interprétation de la situation et puis du cadre tactique, le plan de jeu, le modèle de jeu, qui vont influencer aussi les décisions dans les différentes zones et en fonction des différentes situations. Et puis enfin, on a l'action qui va être prise avec différentes possibilités, soit couper la ligne de passe, ça peut être aussi le cadrage du porteur de balle, ça peut être aussi marquer le receveur, ça peut aussi tendre un piège, c'est-à-dire inciter un adversaire à jouer vers un espace, puis anticiper dans cet espace, et puis ça peut être aussi tacler le receveur ou le passeur, ou la trajectoire de passe. Bref, on a un rapport de force entre ces deux process, le duo passeur-receveur d'un côté, les adversaires de l'autre, et le process mené de la manière la plus efficace et pertinente par rapport à la situation de jeu va s'imposer. Et c'est là que la passe cachée va entrer en jeu, puisqu'elle peut être un élément décisif pour offrir une solution au passeur et au receveur face aux problèmes que peut poser un adversaire. La passe cachée, son principe, c'est manipuler l'adversaire pour le tromper, lui faire croire par le placement de son corps, par l'orientation de ses épaules, par le regard aussi, que l'on va jouer vers une zone pour au final jouer vers une autre. Et donc la passe cachée,
c'est mentir avec son corps, c'est dissimuler son intention réelle à l'adversaire. L'objectif, c'est généralement double, c'est à la fois éliminer les adversaires trompés, et puis donner autant de temps et d'espace que possible au receveur de la passe. C'est donc rendre un petit peu imprévisible son geste pour faire gagner du temps à celui qui va recevoir la passe, alors que si on ne masque pas son geste, si on fait une passe qui peut être bien anticipée par l'adversaire, forcément, ça risque de mettre le receveur sous pression. On a donc cette idée d'optimiser la situation pour le receveur du côté du passeur. Et pour qu'elle soit réussie, pardon, il faut évidemment que les coéquipiers du passeur comprennent sa véritable intention et ne se laissent pas duper par la feinte. C'est-à-dire que si même les coéquipiers se font duper par la feinte de passe initiale, ils risquent d'être surpris et donc de manquer leur contrôle et la passe cachée finalement échouera. Et donc c'est un peu comme un langage codé entre le passeur et le ou les receveurs potentiels que l'adversaire ne doit pas pouvoir déchiffrer mais que les coéquipiers doivent pouvoir déchiffrer. Donc c'est important d'avoir des automatismes, de se connaître aussi, ça peut se travailler évidemment à l'entraînement. Un joueur comme Busquets par exemple, ses coéquipiers savent qu'il faut s'attendre à tout à n'importe quel moment. On le verra par la suite quand on débriefera les réponses au quiz. Le passeur doit donc aussi, c'est la deuxième un petit peu notion, c'est conserver un équilibre physique suffisant pour réussir sa passe, alors que son corps n'est initialement pas dans la bonne posture, parce que initialement il va placer son corps pour faire croire à l'adversaire qu'il joue vers une zone, pour jouer vers une autre, donc son corps n'est pas forcément placé de la manière optimale pour la réussir techniquement. Donc ça peut être aussi un défi pour le passeur évidemment. C'est pour ça que la passe cachée est réservée à une élite de joueurs qui sont capables d'imaginer, de créer par eux-mêmes des solutions qui n'existent pas forcément initialement, ou en tout cas que des joueurs communs, et que nous, vous ou moi également, en termes de spectateurs, eh bien, on n'imagine pas initialement. Ils arrivent à créer ces solutions, et d'ailleurs ils arrivent même à ouvrir eux-mêmes des lignes de passe qui n'existent pas forcément. Voilà. La passe cachée peut se faire dans une ligne de passe qui est déjà ouverte, avec plusieurs solutions, et dans ce cas-là, on masque au dernier moment le choix et la décision, ou alors dans une ligne de passe qui n'est pas encore ouverte, et bien on va l'ouvrir en manipulant l'adversaire. Mais qu'est-ce qui va donc décider le choix du passeur? Son ambition, c'est l'idée d'augmenter les chances de son équipe de marquer. La prise de risque aussi, qui est de trouver la passe la plus déstabilisante possible, la plus dangereuse possible pour l'adversaire, et puis la réaction des adversaires à la première intention affichée, avec l'idée d'exploiter leur anticipation. Et sur cette thématique, c'est le défenseur niçois Dante, qui est l'un des spécialistes. Comment bien cacher des passes cette cachées. passe? Hop, pardon, je mets en pause. Dante, qui est donc l'un des spécialistes des passes cachées sur les relances, qui avait expliqué ce dernier point dans la zone technique sur Téléfoot, la chaîne. Bah, c'est clair, je vois toujours le comportement, le corps de l'adversaire, bien sûr. C'est lui qui décide de ma passe. C'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Parce que si lui reste à l'intérieur, je vais jouer bien évidemment sur Hassan Kamara. Après, dès que je vois qu'il commence à anticiper la passe ici, bah, c'est clair que je vais trouver au mieux. C'est toujours par rapport au mouvement de l'adversaire. Si l'adversaire ils aiment bien défendre la largeur, on va rentrer par l'axe. S'ils aiment bien défendre l'axe, on va attaquer par l'extérieur. Voilà pour Dante. Et tout est bien qui finit bien. Oui, on arrive un petit peu vers la fin de notre compte parce que quand elle fonctionne, la passe cachée est redoutable. Parce qu'en plus de faire progresser le jeu, elle crée de l'espace et du temps, donne du temps pour le receveur, on l'a dit, pour optimiser donc sa situation à la réception, idéalement aussi en prenant à revers la défense adverse. Et puis en plus, elle génère une réaction chez le spectateur, de la surprise, parfois de l'émerveillement aussi pour quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui casse le rythme et la routine de l'action. Donc il y a un petit peu cette dualité à la fois sur le terrain, optimiser la situation du receveur, et puis on génère quelque chose en plus. Et c'est pour ces gestes-là aussi finalement qu'on aime le foot, pour les gestes un peu imprévisibles que peuvent inventer des joueurs de génie qui pensent et qui vont plus vite que tout le monde. Et donc Sergio Busquets en est un maître. Avez-vous donc été capable de lire les situations de jeu comme le métronome espagnol? On va voir ensemble les réponses aux 5 actions du quiz et on va les analyser, décortiquer chaque situation. On commence donc par la première action, c'était à Villarreal. Il y avait 4 solutions identifiées pour Busquets. On a 2 appels de balles ici, des joueurs B et C, qui peuvent laisser penser donc à une ligne de passe ouverte vers le joueur D, couloir droit, le joueur avec le marqueur bleu. Mais dans la logique de faire aussi mal que possible à l'adversaire, Busquets a identifié l'intervalle ouvert dans la ligne défensive adverse et il va donc choisir le joueur C avec cette superbe passe qui casse la ligne des milieux de terrain. Ici, je crois que c'est Ezalzouli qui va finir par se faire reprendre, mais en tout cas avec cette passe de Busquets qui avait pris tout le monde à revers, avec les milieux de Villarreal qui pensaient aussi que la passe allait partir plutôt vers l'extérieur. Deuxième action, face à Benfica, Busquets avait 4 options. Tout semble indiquer, là aussi, qu'il va jouer vers sa gauche. Il y a plusieurs solutions. Il y a une solution libre à l'opposé, le joueur A. On a également un appel en profondeur dans l'axe. On a une solution proche entre les lignes. Mais Busquets ne voit pas le jeu comme les autres, vous le savez. Il a vu, en amont, l'appel de Demir en profondeur sur sa droite. Et donc, il va cacher sa passe jusqu'au bout pour prendre à revers
la défense portugaise. C'est donc la réponse D avec une passe extrêmement risquée de son mauvais pied ensuite. Et c'est Demir ensuite qui va aller frapper sur la barre à la suite de cette passe. Vraiment très bien pensé de la part de Busquets. Troisième situation, contre les Bleus, Busquets qui pourrait ici trouver du jeu dans l'axe. On voit son orientation qui semble même l'orienter vers la droite. Mais sur le temps de passe d'Alonso, qui on le rappelle lui a transmis le ballon initialement, il a vu aussi qu'Alonso sollicitait le ballon avec un passe Eva dans le dos de Dubois. Et Busquets lui donne le ballon par-dessus. Et vous voyez comment son corps finalement est dans un équilibre assez peu conventionnel. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'équilibre du passeur est extrêmement important, et là Busquets se tord complètement pour faire croire au Français qu'il va jouer vers le côté droit espagnol, et il referme son pied, et il arrive à rabattre ce ballon pour le faire passer par-dessus Dubois, et Alonso arrivera ensuite à le contrôler dans la surface. On enchaîne avec la quatrième situation, à l'Euro contre l'Italie. Busquets qui fait donc croire à ses adversaires qu'il va jouer vers sa droite. On pourrait imaginer la passe la plus ambitieuse lui permettrait de casser les lignes ici vers le joueur C, ça casserait les milieux de terrain italiens vers l'opposé, et Busquets va ici, en effet, fermer son pied au dernier moment pour trouver Dani Olmo, lui aussi entre les lignes, réponse A, avec cette passe bien dissimulée par Sergio Busquets. La dernière action contre l'Atlético, pas forcément très compliquée, mais en tout cas c'est une bonne illustration de la thématique. On a ici Busquets qui, encore une fois, laisse croire qu'il va jouer vers la droite. Le défenseur de l'Atlético anticipe vers l'extérieur. Qui est-ce que ça libère, évidemment? Pas Messi, pas le joueur C, mais Arda Turan, le joueur B, qui profite donc de cette feinte de Busquets pour être complètement libéré à l'intérieur. Et c'est là vraiment le bon exemple de l'optimisation de la situation du receveur. Si on revient encore une fois quelques éléments au départ de l'action, au moment où Busquets va déclencher sa passe, Arda Turan est marqué. Il est dos au but, il est marqué, il peut avoir du mal à être retrouvé finalement. Et c'est par la feinte du regard, par la feinte de l'orientation, par la feinte de corps de Busquets qui va réussir à libérer Arda Turan dans une situation prometteuse. Turan qui frappera à côté, et ça laissera en tout cas le défenseur de l'Atlético sur les fesses. Voilà le pouvoir de la passe cachée illustrée par Sergio Busquets.